Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission à découvrir. Je suis Stevie Kakambiko, votre animateur pour les 5 prochaines minutes et c'est un plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Daliana Dupuis qui nous présente un modèle d'une voiture Hot Wheels, une Volvo 850 e-State. Bonjour Madame Daliana, vous allez bien? Oui, et vous, ça va bien, Stevie? Ça va très bien, merci. Alors, dites-nous Daliana, qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien, ici, on a la Volvo 850 Estate, un char modèle de Hot Wheels et un de mes chars préférés. OK. Wow. Une Volvo. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire à propos de cette voiture? Eh bien, cette voiture en particulier, elle a un moteur de 2,3 litres, 5 cylindres turbo-compressé, puis elle peut délivrer jusqu'à 247 horsepower en tout. Wow. C'est un char de style wagon avec 5 places à l'intérieur. Et la voiture, en vrai, pèse environ 1545 kg. Mais ma petite voiture ici, elle pèse que 27 grammes. OK. Mais ouais, c'est une de mes voitures préférées de Hot Wheels. J'aime beaucoup le style de cette voiture et la couleur. Est-ce que tu as joué avec ça ou tu as joué avec des Barbie? Eh bien, moi, je joue avec des petites autos avec mes petits frères depuis très longtemps, avec eux durant le temps qu'ils étaient plus jeunes. Alors moi, ça a vraiment été des Hot Wheels, mon avenir. Alors c'est pour ça que je trouve que j'ai peut-être un petit intérêt pour les Hot Wheels elles-mêmes. OK. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire à propos de l'histoire de cette voiture? Eh bien, cette Volvo, la Volvo Estate Hot Wheels, elle a été basée sur un modèle de Volvo qui a gagné un championnat de course en 1994, The British Touring Car Championship. C'est le championnat que la Volvo a gagné. Alors, le modèle original de la Volvo a été basé sur ce modèle-là, mais environ en 1995, les réglementations pour les Volvo de course ont changé. Alors, le modèle Hot Wheels lui-même a été changé en 1995 pour suivre comme les réglementations à vraie vie, disons. OK. Est-ce que vous pouvez nous présenter devant la caméra le Volvo? On veut voir ça? Bien sûr. Ouais. Avec ses petites roues. Alors ici, ma petite voiture, elle peut rouler. OK. Rapidement, aussi rapide? Oui, rapidement, mais je voudrais pas trop l'endommager, disons. Un accident, ça serait pas trop le genre. Et pourquoi ce modèle vous intéresse autant? Eh bien, pour moi, à ma fête de 16 ans, j'ai demandé pour une voiture. Puis mon oncle, il m'a procuré ceci. Il m'a dit que j'ai pas spécifié quelle sorte de voiture que je voulais. Alors, il m'a pogné un petit modèle Hot Wheels. Puis initialement, tout ce qui m'intéressait, c'était vraiment la couleur. Mais avec le temps, j'ai décidé de faire un petit peu plus de recherche dans la couleur parce que c'est vraiment ça qui me piquait l'intérêt. Pour les voitures Hot Wheels, pour ce modèle ici en spécifique, ils utilisent 2 couleurs pour créer ce beau vert foncé-là. Et c'est le vert foncé et une couleur spécifique qui s'appelle le Metal Flake, qui est la couleur qui donne la brillance à toutes les voitures Hot Wheels. OK. Vraiment, c'est une bonne connaissance que tu nous donnes. Nous sommes déjà en fin de notre émission. Merci infiniment à Madame Daliana Dupuis pour sa visite et ses précieuses explications sur le modèle d'une voiture Hot Wheels, une Volvo 850 e-State. Grâce à elle, nous comprenons bien mieux ce modèle et son histoire. Restez avec nous pour notre prochain épisode où notre invité, M. Jacob Nelson, partagera avec passion l'histoire de son objet, un microphone HyperX Quadcast. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle émission dans l'univers de nos invités, leurs trésors.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission À découvrir. Je suis Stevie Kakiambiko, votre animateur pour les 5 prochaines minutes et c'est un plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Daliana Dupey qui nous présente un modèle d'une voiture Autorized, une Volvo 850 Estate. Bonjour Madame Daliana. Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? Ça va très bien. Et nous sommes très ravis de vous avoir. Bon, la première question, dites-nous Daliana, qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien, ici, nous avons une Volvo 850 Estate, un char modèle de Hot Wheels et un de mes chars préférés. OK. OK. Et c'est ton char préféré, tu as dit? Oui, Est-ce que tu as joué avec ça ou tu as joué avec des Barbies? Eh bien, moi, quand j'étais plus jeune, je jouais souvent avec des Hot Wheels avec mes petits frères. Puis c'est pour ça que je trouve que je suis plus le côté Hot Wheels, côté voiture. Je trouve ça un petit peu plus intéressant. OK. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à cette voiture, votre voiture préférée? Eh bien, ce modèle de voiture, la Volvo 850, elle a un moteur de 2,3 litres, 5 cylindres turbo-compressés, qui peut délivrer jusqu'à 247 horsepower environ. Wow! C'est un char de style wagon avec 5 places à l'intérieur. Et le vrai modèle de la voiture, la vraie Volvo, pèse environ 1545 kg, mais mon petit modèle ici pèse que 27 grammes, alors inquiétez-vous pas. Wow. Pas trop lourd. Pas trop lourd. Pas trop lourd, non. OK. Et là, on peut monter dedans ou... Eh bien, je pense qu'elle est un petit peu trop petite, mais un jour, espérant qu'on peut avoir un vrai modèle, peut-être qu'on ira faire un petit tour. OK. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire à propos de l'histoire de cette voiture? Eh bien, la Volvo que j'ai ici, la Volvo de Hot Wheels, a été basée sur le modèle, a été basée sur un char qui a gagné un championnat, le British Touring Car Championship, qui était une grosse course. Et la Volvo qui a participé dans cette course a gagné. Alors, c'est pour ça que Hot Wheels ont décidé de sortir le modèle 850 Estate. Mais ça, c'était en 1994. En 1995, des réglementations pour les Volvo de course ont changé. Alors, Hot Wheels ont changé leur modèle de Volvo également aussi pour suivre les réglementations, disons. OK. Et vraiment, c'est une belle histoire, une belle connaissance qu'on apprend. Et la dernière question, pourquoi ce modèle vous intéresse autant? Eh bien, moi, quand j'étais plus jeune, comme j'ai mentionné, je jouais beaucoup aux petites Hot Wheels avec mes frères. Et c'est vraiment, quand j'ai reçu ce petit modèle de voiture, qu'est-ce qui m'a piqué l'intérêt, c'est vraiment la couleur. J'adore le vert foncé avec les petits brillants dedans. Je trouve que c'est vraiment une belle couleur. Et si j'aurais un char en vrai, j'aimerais vraiment une couleur de ce style ici. Et au début, ça m'intéressait pas tant, mais après un petit bout de temps, j'étais curieuse. Je voulais savoir pourquoi, comment est-ce qu'ils faisaient cette couleur ici. Alors, Hot Wheels, eux, pour faire ce beau vert foncé, ils utilisent une couleur de vert foncé et une couleur qui s'appelle le Metal Flake, qui donne sa genre de brillance. Ils utilisent ça dans toute leur voiture pour qu'ils puissent briller, mais avoir un petit peu de genre glitter et de shine dedans. OK. Vraiment une belle connaissance que nous avons eue. Et moi, je n'ai pas de transport. J'espère qu'on ira avec vous. Nous sommes déjà en fin de notre émission. Merci infiniment à Mme Daliana pour sa visite et ses précieuses explications sur le modèle d'une voiture Autorized, une Volvo 850 Estate. Grâce à elle, nous comprenons bien mieux ce modèle et son histoire. Restez avec nous pour notre prochain épisode où notre invité, M. Jacob Nelson, partagera avec passion l'histoire de son objet, un microphone HyperX Quadcast. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'univers de nos invités.
Bonjour et bienvenue à découvrir, notre émission de recherche. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir Jacob Nelson ici pour nous montrer son micro HyperX Quadcast. Bonjour et bienvenue à découvrir, Jacob. Hey, merci pour m'avoir, merci pour m'accueillir. C'est un honneur d'être ici. Pas de problème, ça va bien aujourd'hui? Ah ouais, ça va bien. Puis toi? Oui, merci beaucoup. Eh bien, commençons. Qu'est-ce que nous avons ici, Jacob? Donc ici, on a le microphone HyperX Quadcast qui est plus idéal pour l'enregistrement, pour faire du streaming ou même pour les jeux en ligne. Puis ouais, ça c'est son utilisation principale. Puis aussi, moi je pense personnellement que c'est un bon microphone de budget parce que même s'il est 180 $ environ, il s'en va en vente souvent. OK. C'est quand même intéressant. Quelle est ton utilisation principale pour cet objet en ce moment? En fait, mon utilisation principale, c'est 2 des 3 raisons que je viens juste de mentionner. C'est pour faire du streaming puis aussi de l'enregistrement. Je l'utilise de temps en temps pour les jeux, mais c'est rare. Mais mon utilisation principale, c'est plus pour faire du streaming puis de l'enregistrement parce que moi, je crée du contenu sur YouTube, en ligne, puis je voulais commencer à faire du contenu via mon ordinateur. Puis j'avais un micro avant celui-ci, mais l'affaire, c'est que l'autre microphone, il était assez laid. Il était laid. On va dire ça, il était laid, puis j'avais besoin d'un nouveau microphone. Puis j'ai trouvé ce microphone ici. En fait, il était en vente quand je l'ai acheté. Puis c'est aussi de la couleur rouge. Puis la couleur rouge, c'est ma couleur préférée, donc je n'ai pas le droit de chialer. Puis ouais, ça c'est pourquoi. Et quel type de microphone est-il? Est-il omnidirectionnel, peut-être bidirectionnel? Bien, en fait, oui, c'est les deux. Mais aussi, il y a 2 autres options. Donc, si on regarde en arrière ici, il y a des petits symboles ici. Il y a un cercle qui va dire omnidirectionnel, puis il y a 2 cercles qui va dire bidirectionnel. Mais il y a aussi une autre option ici qui va dire stéréo, puis l'autre après ça, c'est cardioïde. Oh boy. Donc oui, c'est omnidirectionnel, bidirectionnel, mais il y a aussi deux autres options, stéréo et cardioïde. Puis en tant que l'option que j'utilise le plus, ça serait probablement omnidirectionnel parce que je suis un gars avec ce microphone. OK. Alors, c'est quand même un micro avec de la variété. C'est intéressant. Ouais. Quels sont les autres paramètres disponibles? Est-tu vraiment si pratique que ça, ce micro-là? Moi, je pense que oui, il est pratique. Autre que la roulette que je t'ai montrée ici, il y a aussi un paramètre en haut du microphone ici qui va dire mute. C'est un microphone avec une barre à travers, donc essentiellement, ça veut dire mute. Puis quand tu le pèses, il n'est pas branché, donc je ne peux pas le montrer, mais quand il est branché, c'est plus un rouge comme neon. Obviously, il est fermé. Okay. Mais quand je le pèse, il apparaît comme ça. Mais quand je pèse encore, il apparaît allumé. Donc, tu peux dire oui ou non, c'est sur mute. Puis, il y a aussi une petite roulette en dessous du microphone ici pour mesurer le gain. OK. Donc, pour l'augmenter, le diminuer, une roulette comme ça. Tu peux voir les petits points pour voir la mesure. Bien, c'est quand même très intéressant. Ouais. Avez-vous d'autres accessoires pour ce microphone? Oui, j'ai un autre accessoire, puis je l'ai amené juste ici. Ta minute! Wow! OK, ben je vais l'amener comme ça. Je suis vraiment désolée de vous arrêter, mais c'est tout le là! temps que nous avons pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacob, d'être venu nous montrer votre micro. À notre prochain épisode, nous aurons la visite de Alexandre Fournier qui va nous montrer ses cartes de tarot. Restez proches et on vous voit à la prochaine épisode. Merci.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Bienvenue dans un autre épisode de À découvrir. Je suis votre animateur, Jacob Nelson, et aujourd'hui, nous interviewons Alexandre Fournier pour voir ce qu'elle a apporté à l'émission aujourd'hui, pour nous montrer tous que c'est quoi cet objet et nous parler en général. Alors, préparez-vous et restez assis alors que nous commençons. Salut Alexandre, Bonjour. bienvenue à À découvrir. Merci. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Maintenant, je vois que tu as apporté, quoi ça, un paquet de cartes tarot? C'est des cartes de tarot, oui. Ça a été fait au 15e siècle en Europe. C'était vraiment juste un jeu de cartes vraiment simple. Puis c'est au 18e siècle que c'est devenu vraiment spirituel. Fait que c'est un jeu lié à la spiritualité, l'astrologie, la méditation, tout ça. Dans le fond, chaque carte a sa propre signification. On a aussi un petit manuel livre, ou quelque chose? Oui, là-dedans, il y a toutes les sortes de tirages, toutes les sortes de cartes. Là. Il y a tout, dans le fond, tout sur le jeu. OK. C'est le petit manuel d'instruction, mettons. OK, d'accord. Puis on a aussi Ah, c'est comme doré à côté également, ça? Oui, on a plein Wow. de cartes de plein d'affaires. C'est ça. Fait que dans le fond, chaque carte a une signification, puis tu poses une question, puis il y a plein de sortes de tirages, c'est supposé te répondre à ta question. C'est une guidance spirituelle. Ah, Ouais. OK, De d'accord. vie un peu. Là. OK, d'accord. Nice, nice. Maintenant, est-ce que le tarot peut, comme, prédire l'avenir ou est-ce que c'est plus un outil de réflexion personnelle? Moi, je pense que c'est plus un outil de réflexion personnelle à cause que tu ne peux pas prédire l'avenir vraiment dans la vie en général. c'est là. ça, Tu sais, ouais. les voyants utilisent ça, mais je pense que ça peut donner tu sais, un aperçu de l'avenir, mais je pense pas que ça fait tu sais, quelque chose de fixe vraiment. Là, comme, Ça ne peut pas tout prédire. Mais c'est ça, c'est vraiment un outil de réflexion personnelle. Comme je dis, c'est comme une guidance spirituelle. Fait que, tu sais, si tu as des questions, un blocage dans la vie, tu fais des cartes de tarot, puis normalement, c'est supposé de correspondre à ce que tu demandes. Fait que OK. c'est ça. Mais ça serait nice que ça prédit l'avenir. J'aimerais ça aussi. Ouais, je me demande ça aussi. Je suis comme, Ouais. est-ce que les cartes tarot peuvent vraiment prédire l'avenir? Comme Oui, moi, bien, j'en il y en croyais a, pas. les voyants, ils savent. Genre, comme eux, tu sais, ils savent vraiment comment ça marche. Moi, je suis pas une professionnelle, mais peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je Il y suis pas en a encore qui rendue savent. là. C'est ça, maybe. OK, Who knows? OK, d'accord. Mais là, comment est-ce que tu fais une lecture d'une carte exactement? Dans le fond, là-dedans, comme j'ai dit, il y a plein de sortes de tirages. Moi, ce que je fais, c'est que je mets 3 paquets passé, présent, futur. Puis là, je pose une question, puis là, je reviens les cartes. Mais si tu veux, tu peux juste en prendre une. Je peux les OK, mélanger. ouais. Je vais prendre une carte, puis là, Ouais. dis-moi la définition ou Yep. dis-moi ce que ça veut dire. Comme... Fait que là, en ce moment, pense à une question de vie. Comme une question, mettons, pas oui, non, mais genre, comme un peu, genre, est-ce que je vais. Whatever. Comme de quoi comme ça. Puis là, je vais mélanger en même temps, puis tu me diras ta question à voix haute, puis là, je vais passer à ta question. Fait que là, ça met l'énergie dans les cartes, puis là, c'est supposé. OK. Fait que, t'as-tu une question? Oui, j'ai une question. C'est quoi ta question? Je m'en vais où en 5 ans? Tu t'en vas dans 5 ans. OK, c'est bon, ça. Donc, on brasse les cartes. Ouais. Puis là, dans tout ça, ben dans le fond, on peut tout mettre ça ici. Fais juste en piger une là-dedans, là. OK. OK, donc choisis une carte ici. N'importe quelle. N'importe Celle quelle. qui OK, t'attire. je vais choisir celui-là. Ça t'appelle OK. ça? Parfait. On va faire ça. La richesse. Oh, la richesse! OK, attends, c'est quel numéro? Là, c'est numéro 34 ici. Puis là-dedans, là, tu cherches numéro 34. Numéro 34. Donc, tu vas Ouais. regarder pour le numéro 34 Oui. dans le livre. Puis là, on Puis voit c'est tout. la richesse ici. Puis là, il y a un petit texte ici. OK. Dans le fond, ça dit que tu auras du succès, la réalisation d'un objectif. Oh, OK. Ça peut aussi... il peut Ah, je suis s'agir... désolé de te couper Ah. tellement, mais malheureusement, c'est continuera tout après. le temps que nous avons aujourd'hui. Je te remercie quand même fait pour plaisir. faire une petite lecture ici, malgré qu'on n'a pas fini, mais je te remercie quand même. C'est- Et pour la prochaine épisode, oh my God, pour la prochaine épisode, venez voir Eve Lalonde qui sera en vedette ici à découvrir. Elle nous parlera de son Nintendo DS. Merci d'avoir regardé et passez une bonne journée. Est-ce que je continue ta lecture?
à tous et bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Ève avec nous, qui va venir nous parler de l'objet qu'elle a choisi et elle va nous dire de pourquoi et de son importance. Donc, bonjour Ève, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Donc, c'est quoi que tu as avec nous aujourd'hui? Alors, l'objet que j'ai aujourd'hui, c'est un Nintendo DS EXL. Alors, il est sorti en Japon en 2009 et dans le reste du monde en mars 2010. Alors, c'est pas si vieux que ça, mais c'est pas si récent quand même. J'ai une couleur limitée, Rose Gold, qui est sortie l'année prochaine en 2011. Merci mes parents, j'aime beaucoup ça. Oui, c'est vraiment beau. C'est la 4e de la série originale Nintendo DS. Puis, celui d'avant, c'était un Nintendo Lite. Ouais. Puis, ça a été remplacé par la série après Nintendo 3DS. Nice. Puis, c'est quoi les applications que tu as sur ton DS? Alors, dessus, on a mon préféré. J'ai inséré le jeu Mario Party. Ah, ça, c'est nice. C'est... J'ai vraiment aimé le OG. Ouais, c'est ça. On a une boutique Nintendo, mais elle est fermée. Ouais. Elle a fermé en 2017 à cause il n'y avait pas assez de personnes qui l'utilisaient, il n'y avait pas assez de revenus. Ouais. Il y a un web browser. Tu n'as pas besoin Juste. d'Internet, tu peux juste l'utiliser. Puis tu peux vraiment chercher comme l'Internet, genre? On checkera ça. Moi, ça m'intéresse. On a un Flipnote Studio app. Alors, tu peux aller dessus, tu peux faire des dessins à cause on a un petit stylet qui vient avec. Nice. Tu peux dessiner, tu peux... Pas mal ça, tu peux faire des animations aussi, des petites animations. Tu as un téléchargement DS. Alors, ça, c'est vraiment cool. Parce que tu n'as pas d'Internet, tu peux l'utiliser pour connecter avec un autre DS de ton ami et tu peux jouer avec eux sans avoir d'Internet. So, tu peux être dans l'auto, petit road trip, nice. tu joues avec ton frère, puis C'est pas cool. besoin d'Internet. Tu as une caméra. Tu as un studio son, tu peux enregistrer, tu peux modifier ta voix, c'est pas mal cool. Et tu as des petits jeux de Brain Age qui te fait travailler ton cerveau. OK. Nice, vraiment nice. C'est quoi les avantages puis les désavantages du DS? Alors, comparé au DS Lite, Ouais. celui-là, il y a une plus grosse écran, alors c'est beaucoup mieux. Puis, comparé au DS Lite, Ouais. il est moins cher, mais tu peux aussi avoir accès au jeu de Game Boy. Alors, tu as accès à plus de jeux. Ça, c'est nice. Vraiment nice. C'est quoi ton jeu préféré là-dedans? Sur mon DS, c'est Mario Party. J'ai joué beaucoup Ouais, c'est le avec mon meilleur. frère. J'ai tellement d'heures dessus. Oui. C'est Tellement notre fun de jouer enfance, toute seule. c'est- ouais. C'était mon enfance. Récemment, ce mois-ci, j'ai joué beaucoup à Mario Party avec mon frère dans l'auto. Ça, c'est nice. c'est- Vraiment nice. c'est Puis pas pourquoi mal tu as fun. choisi cet objet-là puis comme pas Ça- d'autres choses? Ça a vraiment touché à mon enfance. Ouais. Ben, moi aussi, C'est je te comme- comprends. C'était l'objet Ouais. que je voulais jouer avec. Je demandais tout le temps à mon frère, « Hey, je veux aller jouer avec mon DS. Veux-tu jouer à Mario Party avec moi? » Des fois, on jouait à Mario Kart. Il me battait tout le temps. Ah, Je gagnais pas trop. Je m'excuse, je vais devoir t'arrêter ici. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Pour la prochaine rencontre, nous allons recevoir une grande joueuse dans qui est nommée Gab pour les intimes. Ce n'a pas manqué, donc à la prochaine! But if I'm being honest, wouldn't trade what I got, 'cause me, oh my, feels good to be me. So good, so good. I get feeling energy moving through my veins, and it feels good to be me. So good, so good. No one does it quite the same. Maybe it feels so, so good. So good to be me.
Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Gabriel Bérubé, étudiant au programme de production télévisuelle, qui va nous parler de ses patins de hockey. Bonjour Gab et bienvenue à découvrir. Bonjour, merci. Ça va bien? Ça va bien, toi? Pourquoi as-tu choisi de présenter tes patins de hockey? J'ai choisi de présenter mes patins parce que le hockey fait partie de ma vie depuis un très jeune âge, depuis l'âge de 7 ans. J'ai grandi dans une famille de hockey, alors je pense que ça me décrit très bien en tant que personne. Fait que c'est ça. J'ai grandi avec mes patins dans mes pieds, puis c'est comme ma deuxième paire de souliers. Je joue non seulement avec mes patins de hockey, mais je travaille aussi parce que ma job, c'est d'apprendre à des jeunes comment patiner, comment jouer au hockey. Alors, ça me décrit très bien en tant que personne. Peux-tu nous décrire le patin? Oui, bien, premièrement, faut vraiment savoir la différence entre les différentes sortes de patins, puisqu'il y en a plusieurs. Ça, c'est un patin de hockey, mais il y a aussi des patins pour artistique, patins de vitesse, mais ils sont vraiment construits différemment. Alors, premièrement, la marque, ben c'est comme un soulier. Tu sais, des souliers, on peut retrouver des New Balance, des Nike, des Under Armour. Mais pour les patins, c'est vraiment les deux marques les plus populaires, c'est CCM et Bauer. Puis, si tu me demandes lequel qui est le meilleur entre les deux, il n'y en a pas vraiment un qui est meilleur. C'est vraiment qu'est-ce que tu te sens le plus confortable à l'intérieur. Moi, personnellement, pour des patins de hockey, ben ça serait CCM, mais il n'y a pas vraiment une bonne réponse. Maintenant, pour décrire le patin, ben on va commencer avec la botte. C'est comme un soulier. C'est là-dedans que tu mets ton pied pour patiner. Ensuite, on a la partie blanche du patin, qui est le porte-lame. Alors, c'est lui qui tient la lame. Ensuite, on a la lame, qui est, selon moi, la partie la plus importante du patin parce que c'est grâce à lui que tu peux patiner sur la glace. Puis sans lui, ben, tu ne peux pas faire grand-chose. Ensuite, on a la langue du patin. C'est un ajout de protection pour les tibias et les chevilles. Et ensuite, on a les lacets qui servent à serrer le patin contre le pied. Tu as mentionné qu'il y avait plusieurs sortes de patins. Peux-tu nous expliquer ce qu'est la différence entre eux? Oui, bien comme j'ai mentionné, il y a plusieurs sortes de patins, patins artistiques, patins de hockey, patins de vitesse. Mais l'affaire avec les patins de hockey, c'est qu'il y a beaucoup plus de protection que des patins de vitesse ou artistiques. Parce que si jamais une rondelle ou un bâton frappe sur le patin, qui arrive souvent, bien, ça va faire moins mal que si tu le recevrais sur un patin artistique, par exemple, parce qu'ils sont faits en cuir. Et puis, ils sont aussi faits avec moins de protection pour avoir plus de flexibilité pour faire des sauts. Fait que ça, c'est une différence. Ensuite, la lame pour les patins de hockey sont beaucoup plus courtes que sur des patins artistiques ou patins de vitesse. Puis, par exemple, les patins d'artistique, eux autres, ils ont des plus longues lames avec des dents au bout pour pouvoir bien pousser et faire des sauts. Alors, ça, c'est une autre différence. Et l'autre différence, c'est, comme on peut voir ici, les lames, ils sont beaucoup plus épaisses que des lames de patins artistiques ou patins de vitesse pour améliorer la stabilité sur la glace. Comment est-ce que le patin évolue? Bien, les patins ont beaucoup évolué dans les dernières années. C'est sûr que bien, les lames, c'est une grosse affaire. Si, exemple, pendant... Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci, Gab, d'être venu nous parler de tes patins de hockey. J'ai bien aimé. Pour la prochaine rencontre, nous aurons une visite de Jonathan qui nous parlera de son Citizen Watch. Merci et bonne fin de journée.
Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir. Je m'appelle Gabrielle Bérubé et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jonathan Cagé-Martinez qui viendra nous parler de sa montre Citizen. Bonjour Jonathan, ça va bien? Ça va bien, Gab, merci. Alors, que viens-tu nous présenter aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, je viens vous présenter ma montre Citizen. Elle fait partie de la famille Corso. Puis, c'est ça, c'est ma montre. OK. Puis tu dis Citizen, j'ai jamais entendu le nom de cette marque-là. Peux-tu nous en parler juste un peu plus? Oui, écoute, la marque Citizen, elle a commencé en 1918, mais elle a été officiellement créée en tant que compagnie en 1930. Okay. C'est une marque japonaise créée par M. Kamekichi Yamazaki. OK. Puis c'est une marque qui se démarque par leur technologie innovative, mais au début de cette marque-ci, c'était très utile d'être dans le marché parce qu'il y avait déjà des gros vendeurs de montres, dont les États-Unis et la Suisse. Okay. Ce qui l'a fait démarquer, c'est quand, lors d'une compétition entre les plus grands vendeurs de montres, la marque Citizen elle était capable d'être en très bonne qualité et une très bonne performance comparée à son adversaire, aussi japonais, Seiko. Eux, ça faisait 5 ans, la marque Citizen qui faisait des montres, mais était au même niveau de qualité-performance que la marque Seiko, qui eux, ça faisait 27 ans qui faisait des montres. C'est ça qui l'a démarqué. OK. Mais c'est vraiment intéressant, ça. Peux-tu nous raconter maintenant ta montre? Oui, écoute, ben, la montre Citizen, la marque, elle se démarque beaucoup par la technologie. En 1959, ils ont lancé la première montre à preuve d'eau au Japon. Okay. En 1976, ils ont créé la première montre à marcher avec de l'énergie solaire. Okay. Mais ces montres-là n'ont pas vraiment grandi dans le marché dans ce temps-là. C'est juste après 2 décennies que la technologie EcoDrive est sortie, que là, ça a vraiment grandi. En 1993, la montre atomique a été lancée au Japon. C'est une montre qui se synchronise avec les tours radio autour du monde pour avoir une heure exacte n'importe où dans le monde. Okay. Puis aussi, quelques années plus tard, ils ont sorti la montre à satellite. Celle-là fonctionne avec le signal GPS, puis elle se synchronise aussi partout dans le monde. Ah, c'est vraiment intéressant tout ça. Puis, aurais-tu besoin de porter ta montre à chaque jour pour qu'elle fonctionne bien? Écoute, non, cette montre-ci, elle utilise le système EcoDrive. Elle se recharge avec la lumière du soleil ou la lumière artificielle. Elle fait juste absorber la lumière dans une cellule photovoltaïque, okay. Puis ça l'emmagasine dans une petite batterie à l'intérieur. Okay. Ça fait en sorte que tu n'as jamais besoin de changer la batterie, ni de te préoccuper si elle va mourir ou pas. Cette montre-ci, elle peut durer jusqu'à 6 mois dans l'obscurité totale. Wow. Puis il y a certains modèles qui, eux, sont capables de durer jusqu'à 7 ans dans l'obscurité totale en mode d'économie d'énergie. Wow. OK, bien, moi, je l'aime vraiment, elle est vraiment belle. Mais juste pour revenir à un de tes points, comment ont-ils annoncé la montre en preuve d'eau? La montre à preuve d'eau, c'est le fun que tu me demandes ça parce que la façon qu'ils l'ont annoncé, c'était vraiment comme hors du commun. Ce que le Japon a fait, Citizen, ils ont attaché les montres à des bouées dans l'océan, puis ils ont juste laissé les montres dans l'océan. Okay. Puis quelques années plus tard, elles se sont ramassées dans la côte des États-Unis. Les personnes les ont ramassées, puis ils ont vu que les montres marchaient encore, okay. À la perfection. Puis c'est ça c'était leur moyen d'annoncer qu'ils avaient des montres à preuve d'eau. OK. C'est vraiment cool. Puis c'est combien environ? Ça dépend du prix. Certaines montres, certains modèles coûtent entre 300, 500 piastres. Si des modèles plus de luxe, ça peut aller dans les 1000, 10 000 $. Cette montre-ci, elle coûte 300 $. C'est comme 300? dans les cheap. Excuse-moi, j'ai le temps de te couper, mais c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ta montre Citizen. Un grand merci à vous à la maison qui nous ont écoutés. Et restez à la vue parce qu'à la prochaine émission, nous allons recevoir Coralie Alain qui viendra nous parler de sa caméra Polaroid. Bonne journée tout le monde.
Bonjour à vous tous. Merci de nous rendre visite encore une fois à notre émission Démonstration à découvrir. Mon nom est Jonathan Kadje et je serai votre animateur pour aujourd'hui. Nous recevons Mme Coralie Alain qui vient nous présenter sa caméra Polaroid. Bonjour Coralie. Salut. Alors, écoute, présente-nous un peu ta caméra. C'est quoi la caméra Polaroid? Oui, bien, dans le fond, son nom, c'est le Fujifilm Instax Mini 8. C'est un appareil de photographie instantanée qui est sorti dans les années 10. Et il est disponible en 6 couleurs, donc le bleu comme celui-ci, en rose, en violet, en jaune, en blanc ou en noir. Il permet de prendre des photographies qui vont être sorties imprimées dans les secondes d'après, puis dans un format de 5 cm par 8 cm, donc environ la grosseur d'une carte crédit. C'est un appareil qui est aussi 100% automatique, sauf pour une fonction qu'on peut changer, le sélecteur de scène. Parfait. Puis c'est quoi le sélecteur de scène? Ça, dans le fond, tu as 5 choix pour le sélecteur de scène. Tu as intérieur et nuit. Ensuite, tu vas avoir pour un temps nuageux. Il y a pour ensoleillé, très ensoleillé, puis finalement la position high key. Donc, pour la première, pour intérieur et nuit, qui est représentée par une petite maison, ça va être une ouverture de 12,7. Pour le petit nuage qui représente un temps nuageux, c'est une ouverture de 16. Pour le premier soleil qui représente un temps ensoleillé, ça va être une ouverture de 22. Puis le soleil avec plus de rayons, c'est pour un temps qui est très ensoleillé, qui va être une ouverture de 32. Toutes ces options-là sont automatiques, qui vont être définies par une petite lumière qui va s'allumer selon quelle exposition on devrait avoir. Puis la dernière option, la high key, c'est la seule qui n'est pas déterminée par une petite lumière parce que dans le fond, ça, c'est nous qui peut le mettre. Puis ça va donner un effet un peu plus vintage à la photo. OK. Puis ça remonte quand, la première caméra Polaroid? La commercialisation du premier Polaroid s'est faite en 1948 par l'Américain Edwin H. Land. Donc, c'était vraiment un modèle qui était beaucoup plus gros que celui-là. Puis au départ, c'était un modèle qui était monochrome qui a été adapté à la couleur en 1963. Donc, c'est le 26 décembre 1948 que le premier Polaroid, le Polaroid 95, est sorti. OK. Puis, sais-tu pourquoi Edwin a créé... Actually, c'est qui a créé la Polaroid? C'est Edwin H. Land. Puis, dans le fond, il l'a inventé pour une raison que moi, je trouve ça vraiment cute. Il l'a inventé parce que sa fille, elle se demandait pourquoi est-ce que quand on prenait des photos, on ne pouvait pas voir le résultat directement après. Donc, lui, il a passé plusieurs années à imaginer un procédé de traitement photographique instantané, puis il en est sorti avec le modèle 95. OK. Puis cette caméra-là, quand tu prends la photo, ça prend combien de temps, alors, à peu près, à se faire? Ça va prendre à peu près comme un petit 1 minute. Je peux faire une démonstration si tu veux, si ça ne te dérange pas. Oui, pas de On problème. va la voir, ça développer. Parfait. Prends une photo. T'es prêt? Oh! Et voilà. Parfait. Puis là, elle va sortir, puis dans à peu près 30 secondes, ça va savoir développer. Écoute, ça, c'est parfait. Puis, tu recommanderais-tu cette caméra-là, une Polaroid, à quelqu'un d'autre? Je la recommanderais pas pour les gens qui aiment prendre des photos de paysages, seulement parce que la caméra a une exposition centrale. Aussi, le flash, il se déclenche automatiquement. Donc, il n'y a pas une fonction qui nous permet de l'enlever. Puis, il y a une plage focale de 2 à 8 pieds. Donc, ça va être difficile d'avoir beaucoup de détails au loin. Mais je le recommanderais beaucoup, par exemple, pour des personnes qui aiment prendre des petits selfies entre amis. Ou, ça fait vraiment un bel appareil qui donne des beaux souvenirs, puis c'est un bel petit aspect vintage. Comme tu peux voir, la photo a déjà commencé à développer un peu. Oui, je vois. Puis toi, tu préférais-tu ça ou pas, ou une caméra moderne? Moi, personnellement, j'aime bien ce petit style de caméra-là parce que j'aime vraiment avoir les photos en vrai après. Je trouve ça vraiment cute qu'on les voit se développer. J'aime aussi le petit style vintage que ça apporte, le look. Ouais. Bien, écoute, merci Coralie pour être venue nous présenter ton objet. Écoutez, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Un gros merci à Coralie. On finit cet épisode avec plus de connaissances sur la caméra Polaroid. Soyez avec nous pour notre prochain épisode où Madame Dominique nous informera plus sur le livre The Hunger Games. Au revoir et à bientôt.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Mon nom est Coralie et je serai votre animatrice pour les 5 prochaines minutes. Aujourd'hui, nous recevons Dominique Edgell qui vient nous parler des livres Hunger Games. Bonjour Dominique et bienvenue à découvrir. Merci, bonjour. Alors, voulez-vous nous introduire votre livre? Quand l'avez-vous découvert? Oui, et voici mon livre The Hunger Games. C'est mon livre préféré. C'est écrit par Suzanne Collins. Puis ça vient d'une série de maintenant 5 livres. Okay. Puis c'est une série très populaire. Elle est très bonne. Je l'aime beaucoup. Puis je l'ai découvert en 11e année. Alors, je pense secondaire 4, je pense. Puis j'aime vraiment la série depuis ce temps-là. Puis c'est mon préféré. Est-ce que tu pourrais, sans nous révéler toute l'histoire, nous faire un petit résumé de l'histoire? Oui, alors ça parle d'une fille de 16 ans qui s'appelle Katniss, puis elle vit avec sa mère, puis sa petite sœur dans son village, puis ça s'appelle District 12, puis il y a 12 districts, puis ils se font contrôler par la capitale qui est en charge de tout, puis ils font tous les ordres sur eux. Alors, ce district fonctionne avec le charbon. Alors, ils distribuent ça à la capitale parce qu'ils prennent soin de tout. Puis, elle vit dans la pauvreté avec sa famille. Puis, on voit son histoire, puis comment elle est allée dans les Hunger Games, puis qu'est-ce qui va lui arriver. C'est quelque chose où ils envoient plein d'enfants dans une bulle là, pour les faire essayer de survivre, pour essayer de se battre pour survivre. Le dernier à survivre, c'est ça. Ça a l'air d'une histoire vraiment intéressante. Puis ça semble être un livre qui est assez sombre quand même. Pourquoi est-ce que ce livre est aussi populaire? Alors, c'est bien écrit, puis c'est super populaire parce qu'il y a beaucoup de différents thèmes vraiment intéressant, puis il y a beaucoup d'émotions. Moi, j'aime particulièrement la partie romance. Je sais que c'est pas la partie principale de l'histoire, mais c'est la partie qui m'intéresse beaucoup. Puis, il y a beaucoup de différents thèmes comme super intéressants qui démontrent l'histoire, puis ouais. Ah, mais c'est vraiment le fun, ça. Comment tu as découvert ce livre-là, en fait? Je l'ai découvert en 11e année par mon prof parce que j'étais obligée de le lire. C'était comme, tu sais, comme aller à la maison puis faites la lecture de ce livre-là. J'ai fini par vraiment aimer ce livre-là, puis je voulais lire toute la série, alors c'est ça que j'ai fait, puis ça m'avait vraiment comme attachée. Ah, bien c'est cute, ça. Est-ce que tu recommanderais le livre à une audience spécifique? Oui, je dirais que c'est vraiment pour comme les ados parce que, tu sais, elle a 16 ans, puis les filles ils vont peut-être plus se voir dans l'image de Katniss, là, parce qu'elle est vraiment populaire. Désolée de te couper, Dominique. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous voir en studio. On en connaît maintenant beaucoup plus sur les livres de Hunger Games. Restez avec nous. La prochaine émission se poursuit avec Antoine Baudin qui viendra nous présenter un set Lego de la Porsche 911. Bonne fin de journée.
bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de À découvrir. Je serai votre animatrice, Dominique Edjo, pour ce segment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler avec Antoine Baudin d'un set de Lego voiture Porsche. Bonjour Antoine et bienvenue à découvrir. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Oui. C'est bon. Alors, peux-tu nous dire un peu plus sur ton set de Lego 911? Donc, dans le fond, le set de Lego Porsche 911, c'est un set Lego Creator Expert qui est classé pour les 14-16 ans à peu près. C'est un set plus difficile et plus collectionneur que certains autres sets. Dans le fond, c'est beaucoup de détails. Fait que tu as des pièces qui bougent, etc. Fait que c'est plus dur à construire qu'un set Lego normal. Mais autre que ça, c'est le résultat final, clairement. Oui, je vois est là. ça. Il y a beaucoup de détails. C'est super beau. OK. Alors, quels détails Lego a-t-il inclus pour faire ressortir le caractère unique de la Porsche 911? Donc, dans le fond, les caractéristiques uniques, c'est que si on a des pièces qui bougent, comme on peut ouvrir les portes de la voiture, on peut ouvrir le moteur et même la valise en avant. Fait que c'est nice. Puis en plus, on a même le moteur en arrière qui est, on peut le voir. Moteur turbo de Oui, tu as les sièges. 250 à peu près horsepower. Wow, OK. Puis On les a aussi sièges, ils les bougent-tu? phares. Les sièges, oui, bougent un petit peu. OK. C'est pas extrêmement qui bouge, mais ils bougent quand même. C'est super nice. C'est le fun, ça. Alors, ce set est-il uniquement pour les collectionneurs ou est-ce que les enfants peuvent aussi en profiter? Tout le monde peut en profiter. C'est sûr que c'est un set plus collectionneur, qui est fait pour être sur une tablette à exposer, mais on peut certainement s'amuser avec aussi. C'est sûr. J'imagine que les enfants voudraient toucher ça. Hein? C'est sûr, une voiture comme ça. C'est bon. Alors, comment ce type de set de Lego, comme la Porsche 911, aide-t-il au développement de certaines compétences? Donc, dans le fond, c'est sûr que c'est un set Lego qui a beaucoup de plus petites pièces, puis des pièces plus techniques qui bougent. Fait que c'est sûr que ça prend de la patience, puis ça prend de la minutie pour le construire. Mais après, on voit le résultat final, puis ça en vaut la peine. Oui, c'est vrai. Ça t'a pris combien de temps pour faire celle-là? Personnellement, ça m'a pris à peu près 4 heures. Wow! C'était-tu le fun quand même? Oui, c'était très fun comme 4 heures. C'est bon. Est-ce que les collaborations comme celle entre Lego et Porsche ajoutent quelque chose unique aux produits Lego? Fait que oui, dans le fond, la chose unique, c'est qu'on peut voir le logo Porsche sur le capot ici. On peut aussi voir l'écriteau Porsche écrit en arrière avec les... Ils donnent plusieurs plaques de licence aussi, notamment une européenne, une américaine et une du Japon. Oh, wow, OK. Ça vient tout dans le kit. Ouais. OK, c'est le fun, ça. OK. Quelles sont les spécificités de la Porsche 911 Targa et Turbo dans ce set de Lego? Fait que dans le fond, le set, c'est un 2 en 1, qu'on peut construire autant la Porsche Turbo que la Porsche Targa. OK. La Porsche Targa, la spécificité, c'est qu'il n'y a pas de toit. C'est la version sans toit décapotable. Puis il n'y aura pas de turbo dans le moteur non plus. On l'a sur la boîte ici. OK, C'est à peu près à ça qui devrait ressembler. OK, la je vois. Targa. Il y a deux différences. C'est bon. C'est pas trop différent, mais ça reste différent quand même. OK, c'est bon. Puis, qu'est-ce que ce modèle Porsche 911 représente pour un amateur de Lego et d'automobile? Fait que dans le fond, c'est une belle pièce à avoir, comme pour exposer. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Antoine, pour sa belle présentation sur la Porsche 911. Restez avec nous pour l'épisode prochain. Nous aurons Christian qui parlera de son jeu Super Smash Bros. Sur la console Wii. Merci pour nous avoir écoutés et à la prochaine sur À découvrir.
Bonjour et bonsoir. Merci de nous rendre visite à l'émission Démonstration à découvrir. Mon nom est Antoine Baudin et je serai votre animateur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons Christian Lachance qui nous parlera de son jeu Super Smash Bros. Brawl sur la Wii. Bonjour Christian. Bonjour. C'est quoi le jeu Super Smash Bros. Brawl? Bien, Super Smash Bros. Brawl, c'est un jeu vidéo de combat développé par Nintendo et édité par Sora, qui sont deux compagnies japonaises vraiment populaires. Puis, c'est un jeu de combat. Puis, c'est ça. C'est quoi le but du jeu? Mais le but du jeu, c'est simplement d'éjecter ton personnage à l'extérieur du stage. Et ce que je veux dire par là, c'est que les personnages sont petits dans le jeu. Puis, plus que tu attaques le personnage, plus il va avoir un pourcentage élevé. Puis, plus qu'il y a un pourcentage élevé, plus il va se faire éjecter le plus loin du stage. Puis, pour gagner une partie de Super Smash Bros. Brawl, ça dépend. C'est soit que tu as un meilleur ratio de kill ou shoot, ou tu es le dernier en vie. Sur quelle console est-ce qu'on peut jouer au jeu? Mais on peut jouer à Super Smash Bros. Brawl sur la Wii. C'est une compagnie, une console créée par Nintendo. Puis ou sinon, c'est illégal, là, mais tu peux jouer sur des émulateurs. Mais ça se peut que Nintendo te poursuive pour ça pour beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup de cas que Nintendo ont poursuivi des gens à cause qu'ils ont joué sur des émulateurs. C'est quoi l'histoire de Super Smash Bros? L'histoire de la série Smash Bros, c'est le développeur Masaru Sakurai. Quand il est allé à un arcade, il a joué à un jeu qui s'appelait Street Fighter, puis il avait battu son adversaire. Puis quand il a regardé pour voir c'est qui avait battu, c'était un jeune couple qui voulait juste avoir du fun. Sur lui, il a eu l'idée de faire un jeu de combat plus simple, puis qu'un jeu que tu peux jouer avec toute ta famille. Au début, Smash Bros, ça ne s'appelait pas comme on le connaît aujourd'hui. Ça s'appelait The Dragon King, The Fighting Game. Puis après une rencontre avec les dirigeants de Nintendo, il leur a suggéré de remplacer les personnages de Kung Fu par des personnages de franchise Nintendo. Puis Nintendo a accepté. En 1999, sur la Nintendo Switch, le premier Smash Bros est sorti avec 12 personnages. C'est quoi que ce jeu représente pour toi? Mais ce jeu représente mon enfance. Parce que quand j'étais au primaire, en revenant de l'école, je jouais vraiment souvent à ce jeu-là. Aussi avec des amis, parce qu'on peut jouer à 4. Puis on avait toujours du fun à jouer, on avait des belles histoires. Puis on peut jouer en équipe en plus, c'est ça qui est le fun. On va essayer des équipes de 2. Il y a plusieurs modes de jeu. Il y a un mode histoire que j'adorais quand j'étais jeune. Des fois même que j'y rejoue. C'était qui ton personnage préféré dans le jeu? Mon personnage préféré dans le jeu, c'était Meta Knight, un personnage de la série Kirby. C'était simplement le personnage le plus fort du jeu. Il y avait des attaques rapides. Il pouvait voler. C'est vraiment qui a été très utile dans le jeu. Puis il y avait même un bug qui était invincible. On exploitait ce bug-là. C'était vraiment le fun. Je m'excuse de te couper. C'est déjà malheureusement la fin de l'émission. Le temps passe tellement vite qu'on a du plaisir. Alors, je te dis un gros merci, Christian, d'être venu nous en apprendre plus sur le jeu Super Smash Bros. Brawl. Dans la prochaine émission, Marie-Jeanne Nadeau viendra nous parler de sa tirelire. Au revoir et à bientôt sur À découvrir.
Bonjour, chers téléspectateurs. Je m'appelle Christian Lachance et c'est un honneur d'être votre animateur à découvrir pour cet épisode. Au programme, nous allons recevoir Marie-Jeanne Nadeau qui va nous présenter sa tirelire. Bonjour Marie-Jeanne et comment allez-vous aujourd'hui? Écoute, ça va super bien. Merci de me recevoir dans ces beaux studios. Ça fait un immense plaisir pour moi d'être ici. J'étais vraiment content quand tu m'as présenté ta tirelire avant l'épisode. Est-ce que vous pouvez nous montrer s'il y a de l'argent dans votre tirelire? Écoutez, c'est un objet de collection. C'est moi-même qui l'ai fait à Moncton, au Nouveau-Brunswick. C'est sûr qu'avec toute cette belle histoire-là, il y a de l'argent qui tombe en main. J'ai mis tout mon argent de tous mes jobs. Tout est là-dedans. Il y en a encore, mais je pense qu'avec ça, vous devrez être... C'est beaucoup d'argent, ça. Écoute, je suis prêt à marcher, je sais pas combien de petits matins à chaque jour au Tim Hortons. Ça, c'est sûr. C'est pratique. Bon, ma première question historique concernant la tirelire. Je suis prête. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine de la tirelire? Déjà, il faut savoir que, j'imagine que tu le savais pas, mais les pièces de monnaie ont été créées à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. Fait on se sent vieux par rapport à ça. Oh oui. Ou jeune, dépendamment comment tu vois ça. Mais, en fait, justement, les gens, dans ce temps-là, ils voulaient trouver un moyen de les stocker, de les économiser comme moi je fais avec ce bel argent. Et donc, déjà, c'est une invention grecque. Puis, les gens de Grèce, ils se sont demandé, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Fait eux, avec de la terre cuite, de la céramique, ils ont fait des tirelires, puis ils ont même associé ça à au temple grec qu'ils ont appelé Trésaurus. Tabarouette. Une histoire très intéressante sur l'origine de la tirelire. C'est juste le début. Bon, ma deuxième question pour vous, Marie-Jeanne. Pourquoi on appelle la tirelire la tirelire? En fait, il y a 3 hypothèses qui peuvent expliquer pourquoi ces belles tirelires s'appellent comme ça. Premièrement, c'est que le mot tirelire aurait été donné par rapport à un instrument à cordes qui s'appelait la lyre. En effet, pour une raison quelconque, je ne sais pas pourquoi un instrument à cordes ferait ce bruit, mais apparemment, le bruit de la lyre ferait comme le son de la pièce métallique quand elle tombe dans la tirelire. Donc, les gens, ils se sont dit, ça ressemble, on va donner un petit surnom, on va l'appeler tirelire, par rapport au bruit que ça fait. La deuxième hypothèse serait que ça serait des racines italiennes. Donc, l'étymologie italienne du mot tirelire serait que le mot tir voudrait dire tirage en italien, en ancien italien, et lire serait l'ancienne unité monétaire de l'Italie dans le temps, avant l'euro. Et la troisième serait qu'il n'y aurait aucune racine, aucune étymologie. Puis quelqu'un, dans les années passées, sûrement très longtemps, a juste décidé que ça allait s'appeler tirelire. Personnellement, je préfère la deuxième hypothèse. Moi, j'ai un petit péché pour la première. Oh, okay. J'aime bien les instruments à cordes. Bon, ma troisième question pour vous, Mme Nadeau. Pourquoi les tirelires sont-elles associées aux cochons? Écoute, il faut savoir qu'à peu près au 14e siècle, ou peut-être autour de ces années-là, les gens ils ont commencé à associer ça traditionnellement aux cochons. Parce que, pour des raisons quelconques, on sait très bien que le cochon, c'est un animal qu'on a souvent engraissé et malheureusement, au profit de leur viande, les gens s'enrichissaient. Donc, cette culturelle aussi dans des pays comme la Chine, le Vietnam, littéralement, le cochon est un symbole de richesse. Puis, plutôt pour vers nos amis anglophones de l'Angleterre, donc il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, dans l'ancien... Désolé de t'interrompre, Mme Nadeau. C'est malheureusement la fin de l'épisode. Oh non! Ce fut un honneur d'être votre animateur. Restez à l'écoute pour voir Jacob Chénier-Blain nous présenter sa paire de souliers préférés. Merci tout le monde et à la prochaine.
à votre nouvelle émission Découvrir préférée. Mon nom est Marjane Nadeau et aujourd'hui, au menu, nous recevons Jacob Nelson qui nous parlera de ses souliers Puma MB-02, les Rick and Morty éditions. Bonjour Jacob et bienvenue parmi nous. Bonjour, ça va bien? Écoute, ça va très bien. Donc, moi, je vais avoir une question pour toi. Oui. Déjà, je vois qu'il y a des super belles souliers. Peux-tu nous les présenter? Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est les souliers de Lamello Ball, les MB-02 de Puma. Rick and Morty, plus précisément, parce qu'on a plusieurs modèles. Ils ont été créés environ il y a 2 ans passés par le joueur de basket Lamello Ball, qui adorait Rick and Morty puis qui a voulu renouveler les chaussures qu'il avait mis en vente quelques années passées. Puis moi, je les ai reçus en cadeau que j'ai adoré recevoir. Puis depuis ce jour-là, ben, je les garde très précieusement avec moi. Écoute, là, parfait. Moi, j'aurais une question. Je pense aussi que les téléspectateurs se posent la question pourquoi utiliser des chaussures de basketball au lieu des chaussures traditionnelles qu'on peut trouver n'importe où de sport? En fait, pour utiliser des souliers de basketball, c'est ça que tu veux l'utiliser pour la vie de tous les jours, qui est un peu plus anodin. Ça n'a pas quelque chose de différent comparé d'un soulier normal, surtout si tu es dans un travail physique. Mais quand tu joues au basket, c'est vraiment un gros game changer parce que tout est fait vraiment pour que tu aies plus de performance. Donc, la hauteur, la semelle, comment elle a été créée, le devant, l'intérieur, les mousses sont souvent plus épaisses, plus aérodynamiques, puis aussi, ils ont plus de banderoles. Donc, normalement, on y va surtout avec la semelle antidérapante qui sont faites pour l'intérieur avec des petits stries. Donc, en même temps, il n'y a pas de roche qui rentre à l'intérieur, c'est vraiment flat. Puis aussi, surtout, la hauteur des souliers parce qu'on veut vraiment pas se casser les chevilles quand on joue, surtout quand on joue avec de la très grande vitesse, du poids, puis on ne regarde pas nécessairement nos pieds et à terre pendant qu'on joue, donc on essaie vraiment de diminuer les blessures le plus possible quand on joue. C'est vraiment des chaussures de professionnels, de ce que je peux entendre. Donc là, tu m'as expliqué les caractéristiques de basketball, mais là, peux-tu nous parler plus de l'esthétique? Qu'est-ce qui fait que la personne qui les a créés a décidé de prendre cette tournure en termes de style? Oui, bien sûr. En fait, les MB-01 étaient plus classiques. C'était 2 couleurs uniformes qui étaient rose et vert, avec aucun vraiment stri sur les côtés de couleurs. Donc, c'était vraiment 2 couleurs uniformes avec aucun logo. On ne voyait que le logo Puma, donc on ne voyait pas vraiment que c'était de Rick and Morty. Tandis que ceux-là, il a été un peu plus mieux innové. Quand ils sont sortis 2 ans passés, les couleurs ont extrêmement changé. Il a mis en tout 4 couleurs différentes pour les 2 paires. Donc, pour la première, c'était du jaune jusqu'à du rose. Pour la deuxième, c'était du vert turquoise jusqu'à du mauve. Excuse-moi, pour l'autre, c'était du rose. Et aussi, il a décidé de mettre des logos, comme sur la languette ici. On voit Morty sur celui qui est en rose et sur celui qui est en mauve, nous voyons le Rick. La semelle aussi a été faite vraiment pour que la couleur soit vraiment attribuée avec la couleur des souliers. Puis aussi, il a vraiment mis le mot « rare » en dessous pour pouvoir que ça vraiment fasse référence à l'émission. Puis la particularité que j'ai adoré voir, que je ne savais pas au début quand je les ai reçus, c'est que dans les souliers, nous avons 2 petits mots qu'on voit ici. Le premier, c'est « Get your together ». Je vais vous laisser le lire, je ne vais pas le dire. Et le deuxième, qui est en fait des phrases qui sont dans les émissions, qui est « Wadabadabadou ». Ce sont de belles paroles, c'est beau. Pour des beaux souliers. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci, Jacob, d'être venu parmi nous en studio. Maintenant, on peut tout dire que vos souliers sont incroyablement belles. Après la pause, nous aurons le grand plaisir de recevoir notre chroniqueuse invitée, Alison. Elle nous parlera de ses crampons de cœur. Restez des nôtres, ce sera à ne pas manquer. L'émission Découvrir se poursuit après cette courte pause. Merci et bonne journée.
Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir. Je suis Jacob Chénéblin et c'est moi qui vais être votre animateur pour aujourd'hui. Je suis avec Alison Dupuis qui va nous présenter une paire de crampons de soccer ou appelés en France football. Bonjour Alison, comment allez-vous? Je vais bien, toi? Très bien, merci. Je vais commencer avec ma première question. C'est, peux-tu nous décrire l'objet que tu as choisi aujourd'hui? Alors, j'ai choisi des crampons de soccer. J'ai choisi cet objet parce que c'est le soccer, c'est le soccer, c'est le sport que je joue le plus en ce moment, depuis aussi mes 4 ans. Puis, dans le fond, ce que c'est souliers de soccer 11, c'est des crampons. Puis, ça s'appelle des crampons de soccer dus au boss ici. Puis, à quoi ça sert, ces bosses-là? C'est que tu t'agrippes sur le sol, puis même si c'est comme mouillé, le sol est mouillé ou que c'est sec, on s'agrippe super bien par terre. Puis, un fun fact, c'est que ça a sauvé beaucoup de blessures puis d'accidents grâce aux crampons. Ah, ça, c'est vraiment le fun. Puis, combien vaut une paire de crampons? Alors, ça dépend de la brand, si tu achètes usagé, plein de facteurs, là. Mais environ un crampon, ça va être entre les 50 à 250 $. Ça dépend aussi si tu joues à tous les jours ou juste 4 fois par année, là. Puis, ouais, c'est ça. Ah, ben ça aussi, c'est le fun. Puis, est-ce qu'il y a plusieurs types de crampons? Oui, alors il y a 4 types de crampons au soccer, puis 3 types de crampons au baseball et il y en a aussi pour le golf et le rugby. Au soccer, il y a les terrains fermes, sol mou, il y a le gazon puis intérieur. Puis ensuite, au baseball, il y a les métals, les plastiques moulés, puis les gazons artificiels. Puis c'est pas mal ça pour les crampons. Est-ce qu'il est possible d'utiliser un type de crampon pour un autre sport, par exemple des crampons de soccer lorsque tu joues au baseball? Alors oui, c'est possible, mais c'est vraiment pas recommandé parce que normalement, les crampons de soccer, ça se joue sur du gazon normalement, puis ensuite le baseball qui se joue sur du sable ou des roches. Puis les crampons de baseball sont vraiment faits pour les roches plus comme métal, puis ensuite les crampons soccer qui sont plus sont pas assez solides pour être sur des roches. Donc des crampons de soccer vont vraiment s'user vite sur du sable ou des roches. Mais tu pourrais quand même utiliser une paire de crampons de football pour aller jouer au soccer. C'est un exemple que je te donne. De football pour du soccer, oui. Parce que c'est le même terrain. Oui. OK, je comprends. Puis, quels sont les points négatifs et positifs sur les crampons? Alors, un point positif, je dirais que ça a sauvé beaucoup d'accidents et de blessures. Puis, un point négatif, c'est que sur des souliers, si tu as des souliers comme moi, là, ça se peut que ça soit super mou ici, là. Fait que si tu as des souliers comme moi et que c'est mou, c'est vraiment un point négatif. Si tu te fais piler dessus, ça fait super mal. Mais sinon, ouais, c'est ça. Ça, c'est pas mal les points négatifs quand que tu te fais piler par ces bosses ici, là. Ah, ça, c'est le fun. Puis la plupart des crampons sont pour quel sport? La plupart des crampons, je te dirais... Je suis vraiment désolé, mais c'est tout le temps que nous avions pour aujourd'hui. Ça fait un grand honneur de vous avoir reçu pour notre émission À découvrir. Et notre prochain invité pour la semaine prochaine va être Stevie Kakiambiko, qui va nous parler de son ballon de basket. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.
Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir. Je suis Jacob Chenéblin et c'est moi qui vais être votre animateur pour aujourd'hui. Je suis avec Alison Petit qui va nous présenter sa paire de crampons de soccer ou appelé en France football. Bonjour Alison, comment allez-vous? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Peux-tu nous décrire l'objet que tu as amené aujourd'hui? Alors, l'objet que j'ai choisi, c'est le crampon de soccer. Alors, ça fait plusieurs années, depuis mes 4 ans, que je joue au soccer. Puis, dans le fond, ce que ces souliers-là ont, c'est des crampons, les genres de petites bosses ici. Là. Ça s'appelle les crampons. Puis, c'est pour ça qu'on appelle ça des crampons de soccer. Puis, c'est ça, grâce à les crampons, c'est grâce à ça que ça nous permet de s'agripper au sol, que ça soit mouillé ou sec. Ça fonctionne super bien pour s'agripper. Puis, un petit fun fact, c'est que ça l'a permis d'avoir beaucoup moins de blessures et d'accidents dans le monde. Ah, c'est bien ça. Puis combien vaut environ une paire de crampons? Alors, ça dépend d'un peu de quelques facteurs, là. Alors, ça va dépendre de la brand. Ça dépend aussi si c'est usagé ou nouveau. Puis, ça dépend aussi de comment tu vas l'utiliser. Donc, est-ce que tu vas l'utiliser à chaque jour ou est-ce que tu vas l'utiliser 4 fois par année? Donc, ça va entre 50 à 250 $ pour une bonne paire de souliers crampons. Parfait. Puis est-ce qu'il y a plusieurs types de crampons qui existent? Oui. Alors, il y a 4 types de crampons pour le soccer, puis il y en a 3 pour le baseball, puis quelques-uns pour le golf et le rugby. Alors, pour le soccer, il y a des crampons de terrain ferme, sol mou, gazon, puis intérieur. Ensuite, pour le baseball, il y a des crampons en métal, plastique moulé, puis pour le gazon. Puis c'est pas mal ça. Ah, c'est parfait, ça. Puis est-ce qu'il est possible d'utiliser un type de crampon pour un autre sport, par exemple des crampons de soccer, lorsque tu veux jouer au baseball? Alors, c'est possible de faire ça, mais c'est vraiment pas recommandé parce que ça va user le crampon ici. Alors, si on utilise un crampon de soccer. Par exemple, moi, j'utilise des crampons de baseball là, parce que j'ai juste pris des crampons usagés. Là, mais si tu utilises des vrais crampons de soccer pour le baseball, ça va vraiment user parce que c'est pas fait pour le terrain de baseball qui sont des roches puis du sable. Puis c'est ça. Tandis que le soccer, c'est sur du gazon, fait que c'est vraiment fait pour le gazon. Puis de quelles matières sont différentes en celles de soccer puis de baseball pour les crampons? Donc, normalement, les crampons de baseball, le plus populaire, c'est le métal. C'est pour ça que c'est en métal parce qu'on joue sur des roches, du sable. Fait que, si c'était en caoutchouc, c'est sûr que les crampons, là, ils s'useraient beaucoup ici, puis il n'y en aurait plus de crampons après quelques mois. Là. Donc, oui, c'est ça. Puis quels sont les points négatifs et positifs sur les crampons? Alors, un point négatif, ce serait, par exemple, moi, je lis ce point négatif-là, c'est que juste ici, en avant, c'est mou. Puis, si tu as un crampon comme ça, si tu en choisis un comme ça, là, c'est assez négatif vu que si tu te fais piler par un autre joueur qui a des crampons, ça fait super mal. Sinon, un point positif. Je suis vraiment désolée, mais c'est tout le temps que nous avions pour aujourd'hui. Ça m'a fait un grand honneur de vous avoir reçu pour notre émission À découvrir. Et notre prochain invité pour la semaine prochaine va être Stevie Kakiambiko, qui va nous parler de son ballon de basketball. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
Bonjour à tous, bienvenue à notre émission À découvrir. Je me présente, je suis Alison et je serai votre animatrice aujourd'hui. Nous accueillons avec plaisir Stevie qui nous parlera de son ballon de basket. Salut Stevie, comment ça va? Salut Alison, ça va et toi? Ça va super. Alors, on va commencer avec la première question. Vous êtes ici pour nous parler de l'évolution du ballon de basket. Pourriez-vous nous expliquer comment et quand tout cela a commencé? On ne peut pas parler de l'évolution du ballon de basket sans parler de son histoire de la création du jet du basketball. La création du jet de basketball débute en 1891 par un professeur d'éducation physique à Springfield, Massachusetts, qui s'appelle James Naismith. Il a inventé le jeu pour garder ses élèves en forme vu qu'ils étaient en hiver. Et c'est de là a commencé l'histoire du basketball. OK. Intéressant. Puis ensuite, comment les évolutions de la fabrication du ballon ont-elles influencé le jeu au fil des années? Les évolutions de la fabrication du ballon ont influencé le jeu. Il y a eu plusieurs évolutions du ballon du basketball. Et le premier match a été joué en 1891. Et en 1891, lors du premier match, c'est un ballon de football qui a été utilisé. Et ce n'était pas un ballon de basket. Et après cela, le fabricant ont décidé de créer un ballon de basketball. Premièrement, en 1957, c'est en ce moment-là que le ballon de basket a été créé tout orange. Il y avait la couleur orange qui a été adoptée pour la création de ce ballon de basket. OK, intéressant. Ensuite, pourquoi les ballons est-ils de cette couleur, la couleur orange, avec des lignes noires? Est-ce qu'il y a toujours été ainsi? OK. Le ballon de basket a des lignes noires et la couleur orange. Comme je disais de l'entrée de jeu, et que le premier match a été joué avec un ballon de football. Vous pouvez voir que ça, c'est un ballon de basket Spalding. C'est l'une des grandes marques des ballons de basketball. Et ça n'a pas toujours été avec des lignes noires parce que des lignes noires est venu après. Il y avait juste la couleur orange qui a été adoptée, mais des lignes noires est venu pour faciliter la rapidité avec le ballon de basket, l'équilibre aussi. Et voilà pourquoi il y a eu des lignes noires et la couleur orange. C'est super intéressant, je ne savais pas. Ensuite, à quand remonte le premier match public de basketball et dans quelles circonstances ce match a-t-il eu lieu? Le premier match public de basketball a eu lieu le 28 décembre 1891. Et c'est la personne qui avait organisé ce premier match s'appelle James Naismith, le créateur du jeu de ballon de basket, le jeu du basketball. Et vous pouvez voir, j'ai une image du premier match. L'image, elle est là. Vous pouvez voir très clairement. Et là, nous avons un stade. Le premier match a été joué dans un collège, et dans un collège YMCA. Et lors de ce premier match, c'est d'abord le ballon de football qui a été utilisé. Mais pendant ce premier match, il y avait des élèves qui ont joué, des élèves de Springfield, du collège de Massachusetts. Et c'est pendant ce premier match que le ballon de basket a été utilisé. D'accord, c'est super intéressant. Sinon, pourquoi tu as choisi le ballon de basket? Pourquoi j'ai choisi le ballon de basket? Premièrement, je ne suis pas... Désolée de te couper la parole. C'est malheureusement tout le temps que nous avons pour cette émission aujourd'hui. Merci Stevie d'être venu parler à notre émission de ton ballon de basket. C'était notre dernière émission pour la série À découvrir. Merci de t'être joint à nous et à la prochaine.